Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Après avoir travaillé pendant des années dans le marketing digital, elle a décidé de créer son propre cabinet. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la CEO de Spag, Coralie Dussart. Salut Coralie. Salut. Bienvenue sur From Scratch, c'est un plaisir de te recevoir. Merci Thibaut. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je te propose dans un premier temps de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Coralie Dussart, j'ai 33 ans. Moi, je viens de... Ça, c'est une vaste question, parce que j'ai déménagé beaucoup, mais on va dire que je viens de Picardie. J'ai grandi à Senlis, mais ma famille vient des Alpes, en Savoie. Un peu comme Jordan, d'ailleurs, on vient pas très très loin. Et voilà, j'ai créé et fondé Spag, qui est un cabinet de growth marketing, et j'ai aussi créé le jeu de société Mimetix. Génial, écoute, on va y revenir, mais avant ça, j'aimerais que tu me dises un peu qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. J'ai vu que tu avais travaillé pour des très beaux comptes dans le marketing digital, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le pas et de rentrer dans cet écosystème? C'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense que naturellement, je sais pas si je me serais lancée de moi-même. En tout cas, j'ai jamais fait les études pour. Je me souviens encore de mes copains qui faisaient les masters entrepreneuriat. Je me disais, mais pourquoi ils font ça? Ça me paraissait pas super naturel. Dans ma famille, on n'est pas, c'est pas très risque positif. Du coup, c'était pas naturel, mais c'est vraiment un cheminement petit à petit avec des rencontres. J'ai flirté avec ce milieu pendant quelques années avant de me lancer moi-même. Et puis pas mal d'encouragement des gens autour. Beaucoup de gens qui m'ont encouragé à le faire en me disant que j'avais sûrement les qualités pour, et puis une manière d'entreprendre aussi un petit peu dérisquée qui m'ont permis de me lancer en testant. Alors justement, on y vient. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ces deux projets, Spag et Mimetix, qui n'ont rien à voir, que tu as lancé simultanément, puis tu nous parlais d'entrepreneuriat dérisqué. Est-ce que tu peux développer un peu davantage là-dessus, s'il te plaît? Pour revenir un peu sur mon parcours, parce que t'en as parlé un petit peu, moi j'ai fait une école de commerce assez classique et je me suis ensuite spécialisée plutôt dans les médias parce que c'était un peu mes premiers amours. Donc je travaillais chez TF1, je travaillais chez Gala, dans des magazines, dans du conseil pour les médias, etc. Mais c'est surtout quand je suis partie à Londres en fait que j'ai commencé à être dans le milieu très start-up. C'est aussi là où j'ai connu le growth marketing tel quel, où j'ai tout appris from scratch, d'ailleurs, de là-bas, où j'étais dans une start-up de conciergerie Airbnb qui s'appelle Hostmaker, qui depuis a été rachetée par Oost, que vous connaissez peut-être en France. Et en fait, ce premier pas en Angleterre dans le growth marketing, ça m'a vraiment permis de comprendre ce que c'était le marketing digital, la performance, le ROI, etc. Et c'est comme ça qu'en fait est née l'idée de Spag quand je suis rentrée en France. Mimetix, on avait eu l'idée trois ans avant, donc en 2014. On a juste mis très longtemps à se lancer, parce qu'on a eu nos premiers boulots avec mon associé, très prenant. Lui, il était en Allemagne, moi j'étais en Angleterre, donc dans des startups, on a beaucoup bossé. Donc on l'avait en tête, mais sans le lancer. Mais on faisait chaque fois jouer nos amis le week-end, et on se disait, en fait, ça plaît à tout le monde. Pourquoi on le fait pas? Et puis tout le monde disait, mais quand est-ce que vous le faites, etc. Et il se trouve qu'on est rentré en France à peu près au même moment. Moi à Lille, lui à Lyon. Et donc on s'est dit, allez, là on est en France, on va le faire, on se lance, c'est plus facile, de monter une boîte en France, le micro-entrepreneuriat, on connaissait. Voilà. Donc on a lancé ça, et en parallèle, lui il a repris une boîte, donc il s'est tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat familial. Et moi, je me suis confrontée au marché un peu français. Et c'est là que j'ai lancé Spag. Et j'ai lancé Spag principalement parce que j'ai été hyper étonnée du marché des agences digitales en France par rapport à l'image que j'en avais en Angleterre. Mais en réalité, j'avais jamais travaillé en France encore. Donc mais en Angleterre, je sais pas, les agences, c'est les Top Gun, quoi. C'est les meilleurs profils. C'est hyper cool d'être dans une agence. Il y a un peu une vibe autour des agences qui est positive. Et je me disais quand je suis arrivée en France, j'ai vu qu'il y avait vachement de méfiance, défiance, des prix exorbitants, encore des manières de faire qui paraissent complètement lunaires. Je sais pas, les agences qui se rémunèrent encore, qui sont encore maquées avec des GAFA, qui prennent des kickbacks sur des commissions sur les budgets médias, etc. Et je me suis dit, oula, c'est quand même bizarre que tout ça ne puisse pas s'assainir. Et étonnant aussi qu'aujourd'hui les agences en France soient si segmentées et silotées. Il y a les agences perf médias, il y a les agences SEO, il y a les agences CRM.
Or, ma vision du growth marketing, mais pas que la mienne, hein, je pense de la matière, c'est quand même de créer des synergies entre tous les leviers. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est né, en me disant, je comprends pas pourquoi on peut pas mettre à dispo une équipe marketing externalisée, polyvalente, qui sait un peu tout faire, et qui peut faire du conseil impartial, c'est-à-dire en ne prenant absolument pas de commission sur les frais médias qui sont dépensés. Parce que si on veut conseiller plutôt du SEO, donc du référencement naturel ou du CRM, on peut le faire, on n'est pas obligé de pousser pour qu'ils fassent du Google Ads et du Facebook, parce que derrière, on est rémunéré par les GAFA. Et ça a été assez nouveau quand je l'ai lancé donc officiellement en 2021, mais je l'ai fait un peu avant, en fait, en réalité, en 2017-2018, au sein d'un startup studio. Ok. Et donc, en fait, voilà, c'est comme ça que je suis revenue en France. Je suis devenue, en fait, la growth hacker d'un startup studio qui s'appelle Sparkling Partners. Ok. Donc, un startup studio, c'est un peu comme une usine à startup. Le but, c'est de lancer 2-3 startups par an, en ayant l'idée en interne et en s'associant avec un entrepreneur après coup. C'était à Lille? C'est à Lille et Paris, les deux. Moi, j'habitais à Lille, mais c'était à Lille et Paris. C'est toujours, d'ailleurs. Quand je suis arrivée, il y avait 15 startups dans le portefeuille, à peu près. Donc, moi, je m'occupais de ces 15 startups 4 par 4, hein, pas les 15 d'un coup. Et puis ensuite, l'activité a bien pris. On a eu plein de demandes de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'officiellement, on en a fait un spin-off et on a lancé Spag. Ouais. Génial. Est-ce que tu as quand même trouvé des synergies entre Mimetix et Spag? Est-ce que le fait d'en avoir lancé une t'a permis de te nourrir pour l'autre et inversement? Ouais, à fond, parce que mine de rien, Mimetix, ça a été un peu notre laboratoire à entrepreneuriat. C'était un side project, donc on se mettait pas trop de pression. On a certes mis toutes nos petites économies pour lancer Mimetix, mais en fait, on s'est dit que c'était pas des biens périssables. Donc, si on mettait 20 ans pour vendre nos boîtes de jeux, on arriverait à retomber sur nos pattes et on n'a pas hypothéqué notre maison pour le faire. Donc, on s'est moins mis de pression là-dessus. C'est peut-être ce qui a fait que ça a très bien marché dès le début. Mais on a un peu tout appris, quoi. C'est-à-dire la gestion de trésor, le BFR, on a eu plein de choses, j'y viendrai sûrement après, mais récemment, on s'est fait copier, donc des sujets un peu de légal, juridique, voilà, tout ça, tout ça nous a appris, en fait, avant l'heure, pour pas refaire les mêmes erreurs sur nos entreprises principales qui sont à plus grande échelle encore. Mais carrément. Ouais. En effet, on va y revenir après, mais dans un premier temps, j'aimerais que tu nous racontes un peu quelles ont été les premières difficultés finalement que tu as pu connaître au lancement aussi bien de Spag. Alors j'ai bien compris que c'était un spin-off et voilà que vous aviez déjà de la traction, mais un peu comment vous avez fait pour conquérir des parts de marché sur une industrie qui est très concurrentielle, et puis aussi un peu sur Mimetix pour comprendre un peu quelles ont été les difficultés sur un produit qui n'a rien à voir et qui est directement vers le consommateur final versus Spag qui est plus vers les entreprises. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, tout à fait. Spag, la difficulté qu'on a eue, au début, comme on était en interne, moi j'avais que des clients internes, donc c'était pas trop une difficulté. Quand on s'est lancé sur le marché, je dirais que la première difficulté, ça a été de la pédagogie, en fait, sur notre matière. C'est expliquer aux gens ce que c'est le growth hacking, le growth marketing, pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est différent de passer par nous. Donc, en fait, quand on est un peu innovant et disruptif dans la société, il faut pas négliger ce temps, en fait, d'explication, de pédagogie, de rassurer, etc. Et c'est passé par quoi, ça? Alors, en fait, au début, finalement, on allait vers les clients qui connaissaient le mieux ce qu'on faisait. Donc, ça, c'était les startups et les scale-up. Donc, on a un peu choisi la facilité. Cela dit, c'est pas les clients qui ont les plus gros besoins généralement et sur lesquels on peut avoir plus d'effets de levier. Donc, en fait, par exemple, on a organisé les Growth Awards, qui a été le premier événement sur le growth en France pour essayer de faire de la notoriété autour de ça. On a invité des grands groupes pour qu'ils comprennent. On fait beaucoup de contenu. Dans le milieu, il y a aussi beaucoup de création de contenu pour expliquer des cas pratiques, des e-books, beaucoup de ces choses-là pour vulgariser ce qu'on fait. Moi, je fais aussi des podcasts et des interviews pour expliquer pourquoi c'est important de faire du marketing digital aujourd'hui dans la croissance. Mais ça a été peut-être, je dirais, la première difficulté, ça a été de sortir de la phase startup scale-up qui, eux, connaissaient la matière pour aller toucher plus large. Ça, c'est côté Spag. Côté Mimetix, je pense que la plus grosse difficulté qu'on a eue, faut savoir qu'en fait le milieu du jeu, il y a beaucoup de gens qui créent des jeux et qui se lancent en fait. Il y en a très peu qui réussissent
Mais ça, on savait pas quand on a commencé. Nous, on a lancé notre jeu, puis on a eu de la chance, et tout s'est bien passé. Mais effectivement, c'est un peu comme le milieu de l'édition et des livres. Un très bon jeu en France, il se vend à 4000 exemplaires par an. C'est rien. Un jeu, donc ça veut dire un jeu à 20 €. Le maximum de chiffre d'affaires, c'est 80 000 €, quoi. C'est ça. Il faut se rendre compte qu'avant de vivre du jeu, il faut soit en lancer plein, soit... Et ça, on a mis du temps à le comprendre. Donc, comme c'était un side project, ça allait. Mais je pense que ça aurait été une difficulté si ça avait été notre projet principal, de se rendre compte qu'en fait... soit fallait qu'on en lance plein vite tout de suite, ou à l'international, ou voilà, qu'on soit un peu studio de jeu tout de suite. Oui, ou alors être en partenariat avec une licence et lancer un jeu issu d'une série ou autre. C'est ça. Mais alors, avant de trouver une licence en privé, comme ça, en perso, à mon avis, c'est ou vraiment de créer un lore avant et d'avoir fait une BD, etc. Exactement. En propre, et après d'avoir lancé ton jeu, tout à fait. d'avoir une grosse communauté. Exactement. Sur les réseaux, Mais, et donc, avoir notre premier distributeur, et notre seul et unique, puisqu'on est très fidèle aujourd'hui, on est toujours avec le même distributeur qui est BlackRock Games. Ça a été difficile parce qu'ils choisissent 4 jeux par an. Ils ont à peu près 400 personnes qui leur envoient des jeux. Et c'est quoi les critères un peu, tu sais? Je sais pas exactement leurs critères précis. Ce que je sais, c'est qu'on s'est fait refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et que la 4e fois, quand on avait fait nos preuves, bon, tout ça c'était en 4 mois, je les ai peut-être appelés 10 fois, mais quand on a fait nos preuves, là, ils nous ont choisis. Puis après, c'est des contrats d'exclusivité pendant de nombreuses années. Donc, nous, on a dû montrer qu'on a eu de la traction, enfin, comme tout business, comme si on levait des fonds, quoi. On a dû montrer qu'on avait de la traction en un temps record, quoi. Nous, en 9 mois, on a vendu notre première prod, alors qu'on pensait mettre 20 ans, comme je disais tout à l'heure. Et on a eu beaucoup de presse, beaucoup d'avis clients positifs. Puis après, ils nous ont rencontrés. Je pense qu'il y a aussi le sérieux des créateurs et des entrepreneurs, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait derrière des gens qui tiennent la route, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu du jeu qui créent des jeux mais qui n'ont pas du tout envie de les développer, pas du tout la fibre, qui sont plutôt juste créateurs. Nous, comme on était créateurs et éditeurs de jeux en même temps, ça les a peut-être rassurés aussi. C'est clair. Je sais pas leurs critères exacts en vrai. Et à ce moment-là, tu distribues comment? Tu fais des ventes sur Amazon ou sur un distributeur plus large comme ça? On a fait ce qu'on savait faire. Donc, nous, notre spécialité, c'est le marketing digital. Donc, on s'est lancé sur notre site mimetix.fr, sur Amazon. Et puis, on allait nous-mêmes démarcher des premiers magasins. Donc, on avait signé Furet du Nord, qui est un Fnac Cultura local dans le Nord, mais très gros dans le Nord. Et des magasins de jouets comme Pickwick. Voilà, donc parce que c'était à côté, mais on s'est très vite rendu compte de la difficulté logistique. C'est-à-dire qu'il faut aller faire du réassort pour 12 jeux dans le magasin à 15 km, puis après 26 jeux dans le magasin à 40 km, et ça, le faire le matin avant d'aller au taf, c'était vraiment compliqué. Donc avoir un distributeur qui nous a placés dans tous les magasins. Aujourd'hui, on est dans 900 magasins en France, mais parce que Mimetix cartonne, c'est pour ça, parce que les gens aiment bien. Mais ça, c'est impossible à faire tout seul. Bien sûr. Impossible. Oui, alors avant d'aller sur la croissance, tu me disais qu'avec SPAC, vous avez réussi à sortir de l'écosystème startup, scale-up pour aller sur des plus grands groupes. Et justement, quelles ont été un peu les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés? Est-ce que ça n'a pas été davantage des rouages administratifs plus complexes et des processus décisionnels plus importants qui ont fait que c'était plus impactant pour mettre en place et finalement freiner des nouvelles façons de marketer des nouvelles propositions? Oui, alors effectivement, c'est des deals qui sont plus longs à closer. Hein, donc là où en 3 semaines, on pouvait être OK pour partir sur une mission en startup scale-up avec cette agilité qu'on a tous, c'était très bien. Là, on sait que c'est au moins 3 mois minimum. Puis il faut se caler sur des dates internes qui sont très spécifiques. Quand est-ce qu'ils font les budgets, quand est-ce qu'ils ont leur validation, leurs années fiscales sur les grands groupes, c'est pas toutes les mêmes. Ça, c'est aussi il faut se caler là-dessus. Après, la plus grosse difficulté, malheureusement, qu'on a encore aujourd'hui en France, c'est le paiement. Et les grands groupes mettent à minima 60 jours après facturation pour payer. Là où nous, en étant une petite structure, on a besoin de beaucoup de flexibilité parce qu'on engage nos équipes avant, etc. Et c'est plutôt ce sujet-là de gestion de la trésorerie par rapport au paiement des grands comptes qui est plus difficile à anticiper. Mais heureusement qu'on l'avait fait un peu via Mimetix avant. Du coup, comment ça se fait qu'ils aient autant de difficultés ils n'ont pas de difficultés, c'est vraiment leur terme de paiement. Et puis, d'accord. Ce sont leurs termes de paiement. Là, donc c'est légal en France, hein, mais idéalement, il faut être à 30 jours fin de mois. Sauf que eux, ils imposent des conditions de paiement.
qui mettent à mal beaucoup de petites entreprises. Donc ça c'est très compliqué, c'est le plus compliqué. Je te pose cette question naïvement, moi j'avais les 30 jours en tête, c'est pour ça je me disais non, ça peut aller jusqu'à 60, il y en a qui vont même jusqu'à 90, mais après 90 c'est plus automatique. Ouais, il faut avoir les reins solides quand même pour encaisser. Et en fait, comme ils ont beaucoup de process, ils ont beau être plein de bonne volonté, derrière ils ont leur process à la compta, à la finance, et donc ils peuvent pas trop déroger à ça. Donc ça, on a dû s'adapter on a changé nos moyens de facturation, voilà. Ça, on apprend en même temps. Ouais. Alors une fois que tes premiers clients, aussi bien chez Spag que Mimetix, quelles ont été un peu vos stratégies pour faire croître vos activités, le gros pour le gros et puis le gros pour les jeux de société un peu. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'est marrant parce que je pense que chez Spag, on est un peu les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'on fait pas trop de growth. D'accord. Ou alors on revient à des basiques, parce que je dis toujours que être très bon en growth marketing, il faut être très bon en marketing tout court déjà à la base, et ensuite avoir une démarche très analytique, très test and learn, etc. Mais chez Spag, nos clients, ils viennent principalement pour la qualité de nos résultats. En fait, on a juste fait... pour les deux, pour Mimetix et Spag, en gros, ce qui marche, c'est qu'on fait du bon produit ou du bon service. Et chez Spag, c'est ça qui fonctionne, c'est passe par la qualité de ce qu'on fait, du coup les performances qu'on fait pour nos clients et les résultats qu'on a, nos clients viennent et le bouche à oreille fonctionne. Donc on n'a pas trop hacké mine de rien le système déjà au début parce qu'on n'avait pas le temps en fait. Quand on fait du growth pour les autres personnes, on n'a pas le temps de faire du growth pour soi normalement. Donc on était tellement pris par nos clients depuis le début, c'est très customer centric, c'est très perf pour nos clients, très ADN entrepreneurial. Qu'en ayant ces bons résultats, les gens ont vu, on vient de gagner des prix, donc en fait le bouche à oreille fonctionne encore plus. Nos clients sont hyper fidèles parce qu'ils ont des bons résultats, donc si vous allez voir sur YouTube, on a plein de témoignages de nos clients qui sont super contents. Ça et tout le monde est d'accord pour témoigner, donc ça c'est trop sympa, et c'est plus ça qui a fonctionné qu'une technique de growth particulière. En revanche sur Mimetix, là on a fait beaucoup de growth parce que on est dans une autre typologie, on a du temps très limité pour travailler sur Mimetix. Donc on ne fait que des actions qui ont un ROI presque certain. Et donc on a fait beaucoup de RP, de relations presse, beaucoup de publicité aussi en ligne, qui nous ont fait beaucoup de ventes en termes de notoriété. On a fait de l'influence, on a fait un mix, on fait du SEO. On a bien fait notre funnel complet de marketing digital. Et ça a fonctionné parce que c'est du B2C. Voilà, et c'est pas, je me suis compliqué la vie en faisant une boîte B2C, une boîte B2B, bon, au moins je vois les deux. Tu goûtes au deux plaisirs, voilà. Exactement. Donc pas du tout les mêmes stratégies au final, pas du tout les mêmes techniques. C'est ça qui est assez intéressant, je pense, d'un point de vue intellectuel pour moi, mais... Alors tu me parlais des difficultés avec les grands comptes aujourd'hui sur Spag. Alors effectivement, la recommandation, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver puisque ça vous crée un biais de confiance et nécessairement ça vous donne accès beaucoup plus facilement à des deals. Pour autant, quelles ont été vos difficultés? Est-ce que ça a été sur staffer les équipes pour qui dit plus de clients, dit plus de réponses à avoir en retour? Quels ont été un peu les enjeux auxquels vous avez dû faire face à ce moment-là chez Spag? Dans les difficultés par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, c'est un milieu où il y a beaucoup de création de contenu. Donc, quand on se concentre sur nos clients, typiquement, on a moins de temps de faire de la création de contenu pour nous, c'est ce que je disais, donc on a moins de place pour exister. Et puis, c'était aussi un peu dans mon ADN, je le fais plus maintenant, mais c'est dur de faire savoir, parce que quand on est très omnubilé par ce qu'on fait, par notre travail, etc., on prend moins le temps de faire savoir, ce qui est une erreur. Et puis c'est un processus parfois un peu douloureux de créer du contenu, c'est pas... ça prend du temps, faire un podcast, j'admire les gens comme toi qui font ça parce que je pense que c'est super long, et nous on avait personne en interne, on le faisait pour nos clients mais on le faisait pas pour nous, donc ça a été la première difficulté, c'est comment on existe par rapport à d'autres gens qui prennent beaucoup la parole, qui sont très présents, et trouver le bon équilibre entre continuer à faire de la qualité et de la croissance pour nos clients et communiquer un peu plus sur ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Et puis après, il y a aussi le niveau d'après, c'est quand on croit beaucoup, quand on a beaucoup de demandes, comment on garde ce niveau de standard de qualité. Donc ça, on a beaucoup travaillé avec Romain, qui est CEO chez moi, avec qui on travaille tout le temps là-dessus, sur les standards de qualité, la formation de nos équipes. Donc on processe un maximum de choses maintenant. Mais ça va aller avec le recrutement, donc pareil, recruter les bons profils au bon moment. Bien évidemment, on fait des erreurs de recrutement, je pense que ça arrive tout le temps et à tout le monde, c'est super difficile.
de trouver les bonnes personnes. Et puis il y a surtout des profils qu'on a à certains stades de croissance. Et puis quand aujourd'hui, c'est très clair pour nous qu'on se dirige de plus en plus via la qualité de ce qu'on fait vers un cabinet de conseil en strat de haut niveau, un peu le BCG ou le McKinsey du growth. Et donc il faut allier les deux. Il faut allier de la rigueur, de l'analyse et de la posture de conseil et de la créativité, de l'agilité entrepreneuriale chez Spag. Donc c'est cool, mais il faut avoir des profils qui savent faire ce grand écart-là. Et ça, au début, on avait qu'une partie, pas l'autre. Voilà. Et donc, ça passe à certains stades de croissance. Ça passe plus à un certain niveau quand on commence à être très établi, à avoir une bonne réputation, à être connu sur le marché. Donc, la plus grosse difficulté maintenant, c'est ça, c'est on est très exigeant sur les profils qu'on recrute, concrètement. Mais du coup, est-ce qu'il y a un enjeu de monter en compétences quand même, parce que... À fond. Déjà, tout court, je pense, dans toutes les entreprises. La formation, ça fait partie, mais encore plus sur des enjeux, des matières comme la nôtre, qui sont un peu des sciences molles, déjà, et qui sont en pleine évolution. Nous, on fait beaucoup de formations en interne. On a nos petits, on a des Spags sorciers, comme C'est pas sorcier l'émission, où quelqu'un de l'équipe fait Fred et Jamie et vient raconter à l'équipe un peu les sujets qu'ils ont appris. On a aussi des moments de veille qu'on partage à tout le monde. On a un moment qui s'appelle Thank God It's Growth Friday, le vendredi, où chacun fait des slides sur la veille, et c'est ouf de voir à quel point tout le monde participe, met sa slide, prend la parole, pour partager des outils, des techniques, des cas, etc. Parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde sait tout dans une entreprise, mais même quand on est 25, à la fin, l'information se perd. Et puis on a racheté Germinal il y a 1 an, donc on a aussi beaucoup de contenu à disposition qu'on met à jour pour nos formations, parce qu'on forme nos clients, on est certifié Calliope. Donc on est aujourd'hui organisme de formation. Et donc pour nos clients, de fait, on doit mettre toujours on doit toujours mettre notre formation à jour. Donc ça permet aussi de former les équipes, puisqu'on reforme en interne avec nos propres formations. Il y a un peu de l'upcycling de contenu, je pense. Ouais, c'est clair. Alors, c'est une question qui arrive un peu tard, mais tu me disais effectivement que Spag, donc c'est un spin-off, mais qui était déjà une boîte qui était dans un incubateur de start-up. Dans quelle structure tu étais à ce moment-là ? Est-ce que tu avais déjà des personnes embarquées avec toi en salarié, ou comment vous étiez structuré à ce moment-là ? Alors j'ai commencé toute seule. Je reprécise bien parce que c'est pas un incubateur, c'est bien un startup studio, concept qui est un peu différent, parce qu'un incubateur, c'est tout le monde peut venir avec son idée et être incubé, comme dans plein d'incubateurs. Alors que là, c'est l'idée sort du startup studio, soit parce que des grands groupes sont venus avec leur idée, nous expliquer un besoin, puis c'est pas leur métier, soit avec des experts métiers, ça peut être des médecins, des agriculteurs, qui ont une idée sur le métier, mais c'est pareil, donc c'est pas le métier de monter une startup, qui font appel à un startup studio, et qui nous développons, prototypons l'idée, testons le marché, et ensuite on se met avec un entrepreneur. D'accord. Comme le fait eFounders aussi à Paris, par exemple, sur une verticale très précise. Exactement. Nous, on est multivertical. Donc au début, je suis vraiment arrivée toute seule. Donc j'ai tout fait, la strat, l'opérationnel, ce qui me donne aussi une légitimité aussi dans l'équipe aujourd'hui, parce que c'est vraiment mes compétences, ce sont les compétences de marketing digital et growth marketing. Et puis après, forcément, comme tout le monde, j'ai eu besoin de mains pour m'aider, de cerveau pour m'épauler. Donc j'ai recruté des premières personnes, qui aujourd'hui sont pas les personnes qui sont là forcément, parce que mes projets étaient pas les mêmes, donc j'ai eu 2 équipes un peu jusqu'à avoir une équipe fiable et solide à partir de 2021. Qui a été vraiment le lancement de Spag, officiellement le spin-off, etc. Mais oui, ça se fait petit à petit en fonction des besoins. Là, oulala, j'ai trop de boulot. Il y a ça qui revient tout le temps, donc j'ai besoin d'avoir un expert ou quelqu'un qui est très fort en Google Ads en ce moment pour m'aider, parce que ça me prend trop de temps. Voilà, donc on prend d'abord des gens, puis après on automatise des choses, etc. Ok, d'accord. Et sur Mimetix, en parallèle, quelles ont été un peu les difficultés que vous avez connues sur la croissance, justement? Tu nous parlais des différents leviers d'acquisition que vous aviez pu mettre en place, mais vos enjeux sur cette partie-là confrontés. Je pense qu'on s'est un peu brûlé les ailes à un moment, tellement ça a fonctionné. Je pense que c'était c'est la seule difficulté qu'on a eue, parce qu'on a eu une très forte croissance. On s'est un peu cru arriver en se disant « Ah, génial, ça y est, l'année prochaine, on va en vendre 50 000, 100 000. » Ah ouais, d'accord. Voilà, et du coup, on a beaucoup investi en marketing. Et on s'est fait un peu peur sur notre gestion de trésorerie, parce que on s'est fait un peu peur, on est allé un peu trop fort, en fait. On nous a proposé de passer dans des films à la télé. Voilà, on a eu beaucoup de... Voilà, ce genre de demandes. Alors, c'est trop cool, et on... Voilà, mais...
voilà, on a beaucoup investi. On a investi en prod vidéo, on a investi pour faire des ads, etc. Et c'est très difficile aujourd'hui, bien sûr, de voir les effets directs des investissements qu'on fait. Hein. Et puis on le voit bien sur Spike, il faut avoir une vision globale. Donc on savait que ça fonctionnait bien, mais il y a eu après en fait un post-Covid qui a ralenti le marché du jeu qu'on n'avait pas vu venir. Voilà. Donc ça a un peu fait peur là-dessus parce que du coup 2020 ça a cartonné, enfin 2020 ça a cartonné, 2020 c'était bien, et puis après 2021 ça a commencé à redescendre un peu. Et nous, on était toujours au même niveau d'investissement, donc on a dû baisser les voiles tout de suite. Et ça, je pense que c'était un bon apprentissage entrepreneurial parce que on s'était un peu cru arriver. Enfin voilà, on était en croissance. Voilà, et comme notre ambition, c'est de faire de Mimextix un classique français, on s'est dit que ça y est, c'était... Puis vu les volumes, quand on sait que... Voilà, quand on sait que 4000 jeux par an, c'est un bon jeu, ou dans sa vie de jeu, je crois que c'est même ça la stat. Donc, c'est pire. C'est pire, je crois que c'est pire que ça, effectivement. Un peu comme les livres, il y a très peu de livres qui font beaucoup de ventes. Quand nous, on en était à presque 100 000 jeux vendus, on s'est dit, bon, bah, c'est cool, la machine est lancée, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, faut faire attention. Ouais, faut toujours, jamais rien n'est acquis. Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu, de la roadmap, des projets futurs, ce que vous ambitionnez, ce que vous prévoyez de mettre en place, justement, pour atteindre ces objectifs? Pour Mimextix, comme je disais, notre envie, c'est d'être un vrai classique français, parce qu'on pense que c'est un jeu qui est pas démodable. Je sais pas expliquer ce que c'était d'ailleurs, mais c'est un jeu de mime des expressions françaises. Donc un peu comme le Time's Up, donc c'est hyper marrant. En fait, on se rend compte que c'est ultra intergénérationnel puisqu'on peut jouer avec ses grands-parents, des ados, des enfants, etc. Et ça permet de déconnecter parce qu'en fait, il y a pas besoin d'avoir son téléphone avec soi, etc. Donc c'est quand même une tendance aujourd'hui qui est importante pour la déconnexion, pour la santé mentale. Et puis en plus ça permet d'aider à la langue à faire perdurer la langue française, donc on trouve ça quand même assez noble. Et donc notre envie c'est plutôt de sécuriser le marché français. Alors comme je disais, on s'est fait copier malheureusement il y a quelques mois, donc ça c'est toujours un peu difficile, mais comme disait Coco Chanel, il y a que les trucs stylés qui se font copier, mais par des Français, par des Français, par un gros groupe, donc c'est pas évident parce qu'on n'a pas trop les moyens d'aller se battre, mais donc on invite les gens à acheter plutôt Mimextix qui est là depuis plus longtemps. Mais donc notre ambition c'est de consolider notre marché français. On se lance aussi à l'international et en fait c'est d'aller faire d'autres pays parce que en fait les expressions idiomatiques c'est partout dans le monde. Donc là on a préparé 4 versions nouvelles du jeu pour l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et potentiellement d'autres pays. Donc ça c'est trop cool. Et puis on a surtout une nouvelle version du jeu qui est sortie cette année avec dedans un livret de définition des expressions. En fait tous les ans on s'améliore sur le packaging, sur le jeu en prenant les retours clients. Donc voilà, donc là les futures embûches ou les difficultés, je pense que ça va être comprendre comment fonctionnent d'autres marchés locaux. Parce que le marché du jeu est particulier, donc on sait pas à quoi s'attendre. Tant qu'on n'a pas lancé, on sait pas à quoi s'attendre. Cela dit, maintenant on sait comment faire pour investir pile poil ce qu'il faut, bien regarder, mener notre barque comme il faut sans s'emballer. On va peut-être sûrement encore s'emballer, je sais pas. Mais... Il y a d'autres enjeux de logistique aussi. Voilà, d'autres enjeux de logistique. Donc voilà, ça c'est pour Mimextix. Et puis pour Spag, nos ambitions elles sont plus évidentes sur le cœur de ce qu'on fait. On veut continuer à faire de l'extrême qualité. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure on veut être une référence du growth marketing en France et en Europe parce qu'on a de plus en plus de demandes à l'international. Principalement aussi parce que j'ai construit une équipe internationale. Ça, c'est assez rare à Paris. Et en France d'ailleurs, parce qu'on est à Lille aussi. Mais on est 25 sur 25, il y a au moins 10 nationalités. On parle plein de langues en natif. On parle anglais en interne. De fait. Et donc ça, on aide beaucoup d'entreprises françaises qui arrivent pas à faire cartonner des marchés limitrophes, quoi. Il y en a qui ont du mal avec l'Allemagne, l'Angleterre. Nous, on a des Allemands, des Anglais, des Espagnols, donc on peut faire toutes ces langues-là. Et bien d'autres, parce par exemple, on gère des marchés en Grèce, on a des Grecs dans l'équipe, des Russes, on a beaucoup de langues. Et donc continuer à être très bon sur ce qu'on fait en France à l'international, donc aussi attirer et ça on y arrive de plus en plus, des entreprises européennes ou mondiales pour qui le marché français est très hermétique et pour autant intéressant, et donc maintenir cette qualité tout en gardant une veille constante sur ce qui se fait,
Voilà, donc en fait, c'est nos 3 piliers. On fait du conseil, de l'opérationnel et de la formation. Et c'est comment on reste au top niveau sur les 3 tout le temps. Ouais. Et en expliquant bien les avantages de faire du conseil haut de gamme en growth marketing, c'est important parce que souvent on arrive sur des comptes, faut tout défaire et tout refaire parce que ça a été mal fait. Ouais. Donc l'importance de bien le penser dès le début en amont, pour ensuite ça va beaucoup plus vite pour cartonner après. Ouais, c'est clair. Tu perçois des différences de la façon d'aborder les sujets en fonction des différents pays au regard du growth? Oui. La logique de test and learn, elle est beaucoup plus, elle est native au UK. Ouais. UK, ces pays-là, même Hollande, voilà, ils sont beaucoup plus dans des démarches de test and learn. Donc ça, c'est plus facile pour nous parce que beaucoup plus facile pour expliquer. La difficulté dans les pays, alors les pays plutôt latins, surtout l'Italie, c'est le digital, c'est encore. Ah ouais. C'est encore il y a encore besoin d'une réassurance offline ou de bouche à oreille, donc il faut faire et c'est là où le growth a encore plus de pouvoir, c'est que il faut vraiment faire des stratégies complètes offline online, parce que juste du online les gens sont super méfiants, voilà, c'est encore, donc c'est difficile de scaler en Italie sans le faire par ville, bouche à oreille, communauté, etc. Un peu pareil pour l'Espagne. Ouais. Et l'Allemagne, c'est pareil. Les consommateurs en B2C ont besoin d'être extrêmement réassurés et ils sont un peu anti-bullshit marketing. Donc, c'est là où le growth prend son importance avec le lien avec le produit. Il faut que le produit soit bon et que les arguments soient les bons et que tout ça fit bien. Ouais. Mais pour ça, il faut aussi la connaissance locale, les bons mots dans les bonnes langues. Voilà. Mais c'est des systèmes. Donc, en fait... Et le but aujourd'hui, c'est d'opérer uniquement depuis Paris ou à terme d'ouvrir à d'autres pays? Non, à terme, je pense que l'appel de l'international se fera sentir. Maintenant, où je pense que ça va se faire par opportunité, comme beaucoup de choses que j'ai fait et que j'ai faites. Et selon nos clients aussi, où sont nos gros clients. Ouais. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui sont au UK, on a des clients qui sont un peu partout d'ailleurs. Parfois, on a des headquarters européens qui sont en France, donc c'est pour ça qu'on est en France, mais ce sont des Américains, d'autres. Voilà, je pense qu'on a aussi une position super stratégique en ayant un bureau à Lille, parce qu'on est à 1h20 de Londres, on est à 30 minutes de Bruxelles, 1h20 de train d'Amsterdam, pas très loin de l'Allemagne, et 1h de Paris. Comme on a des bureaux à Paris et Lille, ça nous permet d'être vraiment au cœur de l'Europe, et donc on a des clients un peu partout qu'on peut voir. Puis nous, on privilégie beaucoup le présentiel, voilà, de voir les gens, créer des vraies relations. Enfin, on est vraiment super honnête là-dedans. Donc, bien sûr. Et voilà, et ce qui motive le plus l'équipe, c'est quand on a des retours clients positifs. Ouais. Non, c'est clair. Après, ça aurait pu être un parti pris de vouloir opérer uniquement depuis la France et de continuer à sourcer des profils internationaux. Bah, ça fait partie effectivement de la base. On va continuer à avoir des profils internationaux en France, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont intéressés d'apprendre le français et de comprendre la culture. Après, c'est aussi selon les opportunités dans l'équipe. S'il y en a qui ont envie de déménager, d'ouvrir des BU, des choses comme ça, on n'est pas... Ou si on trouve des talents dans d'autres pays, pourquoi pas. Ouais. Ok, génial. Bon, bah, il y aura d'autres enjeux de création de futures entreprises. La route est encore longue. Maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'on a fait un bon tour d'horizon de tes activités, si tu devais recommencer from scratch, qu'est-ce que tu ferais? Si je devais recommencer from scratch... alors je vais prendre, je sais pas, un peu les deux, parce que c'est pas la même chose, mais j'en ai déjà un peu parlé pour Mimetix. Je pense que je ferai attention à la forte croissance et l'hypercroissance. C'est aussi hyper difficile à gérer de l'hypercroissance, parce qu'on prend des décisions un peu avec de l'adrénaline, quoi, tu vois, on est assez et je pense qu'il faut rester prudent, donc ça, je ferai super attention à ça. Et tu le matérialises comment, ça, aujourd'hui? Comment tu fais pour rester prudent? Être très proche de sa trésorerie, je pense. Le cash is king, il est vraiment vrai. Ça, c'est d'un point de vue purement gestion d'entreprise, de bien faire attention, de bien suivre ses investissements et de pas en faire trop en même temps en se disant que tout va payer. Voilà, je pense que d'échelonner dans le temps, d'être un peu plus dans une gestion de bon père de famille, voilà. Après, parce que on a une vision à la fois chez Sparkling Partners et chez Spag, et même la culture entrepreneuriale aussi du Nord, elle est un peu comme ça. C'est et ce que je trouve très bien, c'est la base, hein, c'est qu'il faut faire des entreprises qui sont rentables. Donc moi, j'ai jamais eu une culture, malgré avoir été baignée dans la culture anglo-saxonne des startups, etc. J'ai jamais été baignée dans la culture de la levée de fonds à outrance.
perdre du cash tous les mois, ça c'est un truc qui est hyper anxiogène. Donc ça, je pense que voilà, on s'est fait un peu peur et c'est bien. Donc rester toujours proche de sa trésor et en fait viser des boîtes rentables, quoi. Ça c'est important. Ne pas, la course à la levée de fonds pour moi, elle est vaine, vraiment. Et côté Spag, j'avais une idée puis je viens de l'oublier. Si je devais recommencer from scratch, je pense que c'est peut-être plus d'un point de vue personnel entrepreneur, parce que les erreurs côté entreprise, ça peut être des erreurs de recrutement, des erreurs de voilà. Après on apprend en marchant et tout se résout, hein, plus ou moins. Mais côté entrepreneur, je pense que c'est j'ai souvent entendu les entrepreneurs dire c'est dur d'entreprendre, c'est compliqué, c'est fatigant, etc. Mais de pas l'avoir trop pris au sérieux. Et je pense que c'est d'avoir pu croire qu'on pouvait être entrepreneur sans stress. Et ça, je m'en suis rendu compte assez récemment que j'ai un peu fait le deuil de me dire d'une vie sans stress. Non, ça n'existe pas quand on a autant de responsabilités vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses équipes, rien que ça déjà. Et puis du coup, vis-à-vis de soi-même, on a forcément des phases où on est un peu stressé. Et donc, si je l'avais su un peu plus tôt, je pense que ça m'aurait aidé à mieux vivre certaines situations qui m'ont hyper affecté moi personnellement. Mais donc la solution, elle est pas très compliquée. Ça reste avoir une vie équilibrée, essayer de faire du sport. Enfin, c'est un marathon, quoi. Et donc ça, je le sais depuis le début. Mais par contre, je pensais que ça pouvait être sans stress. Ça, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je crois pas. J'imagine. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des bonnes formules que tu as su identifier sur Spag ou Mimetics et que tu referais si tu devais recommencer demain un nouveau projet? Ouais, je pense que c'est un peu... c'est comme dans les couples, c'est la communication, soit avec ses associés, soit j'ai la chance d'avoir un associé avec Mimetics qui est un ami très proche aussi, donc on se dit les choses, on se parle tout le temps, c'est facile, il n'y a jamais eu d'être très aligné avec ses valeurs. C'est la même chose chez Spag avec mes associés Martin et Charles qui sont dans le startup studio de Sparkling ou d'autres associés dans l'entreprise. C'est d'être très aligné, d'arriver à communiquer, dire les choses, voilà. Et donc de bien s'entourer. Et pour bien s'entourer, en fait, ça veut aussi dire faire confiance aux gens. Moi, c'est un peu le message que je veux faire passer. Je pense qu'on peut pas réussir tout le temps tout seul. Il y a malheureusement, je trouve beaucoup de personnes qui parlent beaucoup sur LinkedIn en racontant leur sujet. Je travaille peu, je gagne beaucoup d'argent, et tout va bien, et ma vie est exceptionnelle, j'ai automatisé un max de choses. La réalité, pour avoir fait 2 boîtes complètement différentes, je pense que il y a beaucoup de travail. Voilà, donc il faut se dire qu'on va travailler, tout en essayant de garder un équilibre qui est le bon pour nous. Et puis il peut dépendre des périodes, il peut évoluer, mais surtout bien s'entourer, avoir des gens à qui parler, des gens qui comprennent nos difficultés, à qui on peut se confier sans se devoir dire ouais tout va bien, c'est génial, tout le temps, tout est parfait. Voilà. Et moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont accompagnée depuis que je me suis lancée dans la vie pro, quoi. Mes premiers boss dans mes premiers stages, qui sont encore des mentors, qui me recommandent, qui sont mes clients maintenant. Voilà, mon ancien boss de chez TF1, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est hyper valorisant, mais c'est aussi parce que j'ai toujours travaillé de manière sérieuse depuis le début. Et j'ai fait confiance aux gens qui voulaient m'aider. J'ai pas vu le mal partout, quoi. Et des mains qui se tendent. Et moi, j'essaye de faire pareil. J'ai aidé beaucoup de gens à lancer leur jeu, les gens qui ont besoin de conseils, de reconversion, même en employant des gens en réinsertion, dans l'inclusion, etc. Je pense que c'est des rencontres, quoi, donc s'entourer, faire confiance, parler, partager ses idées, se faire challenger, ça compte beaucoup. Ah, bien sûr. Alors, tu parlais de la communication, effectivement, c'est essentiel, mais face à la multiplicité des canaux de communication aujourd'hui avec les WhatsApp, les Slack, les mails, les Discord et j'en passe, les conversations pro, perso, comment tu fais pour garder le fil Est-ce que tu as une conversation WhatsApp Comment tu fais pour garder une trace de ce que vous êtes dit, ne pas t'y perdre Est-ce que tu documentes quelles sont un peu tes méthodes là-dessus Ouais, c'est un très bon sujet parce que la multiplicité des informations, elle est en interne quand on crée une entreprise ou en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour le consommateur. Donc c'est aussi sur ça qu'on joue quand on fait du growth marketing. C'est comment on fait passer un message à différents moments de point de contact, le bon message au bon moment, parmi tous les canaux, toutes les sollicitations. Donc
franchement, je pense pas encore avoir résolu ce sujet-là. Mais en interne, en tout cas, nous, c'est simple. On a 2 types de canaux. On évite les WhatsApp, qui restent des WhatsApp perso ou des WhatsApp de team, où c'est un peu plus informel, c'est plus sympa. Où on a des petits groupes, par exemple, on part en séminaire demain, on a le petit groupe d'orga du séminaire parce que c'est de l'instantané éphémère. Maintenant, toutes nos conversations clients, channel, etc., on a un Slack pour les perfs. En fait, cet endroit est là où on voit ce qui se passe en termes de performance, où est-ce qu'on en est sur la gestion de projet. Tout ce qui est communication officielle, où on doit valider des choses, prendre le temps de la réflexion, on a des choses à revoir, c'est par email. Et après, c'est obligé pour nous, quand on est cabinet de conseil et agence en même temps, d'avoir des communications officielles et formelles avec nos clients. Donc, toutes les équipes sont traînées pour être capables de sortir de l'informel. Ça, je pense que c'est super important. C'est pas parce qu'on fait du growth qu'il faut aussi forcément parler en verlan et écrire sur Slack avec des smileys. Je suis pas du tout d'accord avec cette mission-là. Je pense que bien s'exprimer, structurer ses idées, bien gérer un projet, c'est important de le faire aussi parfois par email. Après, on a des outils de gestion de projet, etc. Mais... Donc, on limite les canaux. On a 2 canaux qui sont très précis pour des choses différentes. Voilà. Et toi, à ton niveau de CEO avec tes associés, comment tu fais pour communiquer? Moi, mes associés, alors je les ai tous les jours au téléphone, je pense, presque, parce que entre Paris et Lille, on n'est jamais dans les mêmes bureaux, donc on se parle tous les jours sur toi t'es à Lille aujourd'hui, machin, où est-ce que t'en es, etc. On se voit 1 fois par semaine pour un petit catch-up sur voilà, t'en es où? On est un peu au courant de nos to-do, donc t'en es où? C'est quoi tes trucs, les enjeux? Mais on s'appelle s'il y a un sujet. Voilà, on essaye de plus en plus aussi d'éviter le je t'ai envoyé un Slack que t'as pas le temps de voir, etc. Quand c'est urgent, on s'appelle. Puis j'ai des boards tous les mois que j'essaye qu'on a de manière un peu plus officielle, qui nous permettent en fait, moi j'adore cet exercice parce que même si c'est un board interne entre nous, ça permet de prendre du recul, de restructurer les idées, de remettre les chiffres et du coup de se rendre compte de certaines choses. Ah oui, on en est là, et comme ça de pouvoir discuter des bonnes décisions, mais avec des decks. En fait, le formalisme et la rigueur qu'on attend pour nos clients, j'essaie de nous l'appliquer à nous en interne aussi pour montrer l'exemple, puisque je pense qu'il n'y a rien de mieux que lead by example. Et donc, dans nos boards, je prépare des decks clairs, comme si on avait des actionnaires externes à qui on devait démontrer des choses. Et ça nous permet même nous, d'avoir des bonnes conversations. Ouais, ok, parce que tu pourras avoir un certain point de charge mentale, te dire, ok, il faut que j'adresse ce sujet avec lui, il faut que j'aborde ce point-là, etc. Alors ça, moi, j'ai une petite technique, si je peux donner un petit tips. Bien sûr, avec plaisir. Comme je passe ma vie avec mon ordi, globalement, ou même mon téléphone quand je suis sur le chemin, j'ai un mail en brouillon pour chaque personne que j'ai en management direct. Donc j'ai un mail pour mes associés, ne pas oublier de parler. Donc j'ai par exemple mon mail Charles, Romain, puis les autres personnes de mon équipe. Et chaque fois que je dois me dire il faut que je lui dise ça, il faut qu'elle fasse ça, j'ajoute dans mon mail en brouillon. Donc comme ça que je sois sur mon téléphone ou sur mon ordi, j'ai toujours les sujets auxquels je dois parler. Et quand on a nos one-to-one, parce qu'avec toutes les personnes avec qui je travaille, j'ai un one-to-one par semaine. Et moi j'ai déjà ma liste de to-do que je copie-colle en fait dans l'invitation pour qu'ils se préparent aussi dans l'invitation du jour. Et comme ça, en fait, j'ai toujours mes sujets à jour et j'oublie pas. Puis j'envoie pas des textos instantanés comme ça un peu insupportables tout le temps. Si c'est pas urgent, je me les mets dans cette liste-là. Ok, trop cool. Voilà, c'est ma manière de faire. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, moi, ça me va. Ouais, si ça peut servir, écoute, c'est toujours bon à prendre. Génial. Est-ce que tu aurais un échec sur lequel tu as beaucoup appris et qui peut te servir au quotidien, aussi bien sur Spa que Mimetics, et voilà, sur lequel tu as su capitaliser et que tu aimerais nous partager? C'est super dur comme question, parce que bien évidemment, j'ai fait plein d'échecs. C'est pas j'ai pas eu d'échecs, j'en ai eu plein, mais un auquel je me réfère. En tout cas, quelque chose qui t'a servi, qui a permis de te construire par la suite, quoi. Qui est pas forcément lié au professionnel, quoi. Non, mais qui a forcément des répercussions aujourd'hui sur quelque chose dans ton expérience d'entrepreneuriat ou pro, mais qui aujourd'hui te permet d'avancer, quoi. Ouais, je dirais il y a 2 choses, enfin je sais pas si on peut, des difficultés, c'est presque c'est un échec ou pas, mais donc moi je fais aussi beaucoup de sport, j'ai fait du handball à haut niveau pendant longtemps, et typiquement un jour je me suis blessée, je me suis fait les ligaments du pouce, machin, après je me suis cassé le pied, enfin bref, pas de chance, quoi. Et d'être aussi loin du sport pendant tant de temps, ça a eu un effet ultra néfaste sur ma concentration, capacité à prendre du stress, etc. Donc c'est pas que c'est un échec, mais ça a été super difficile pour moi. Enfin,
disons que si je devais le refaire, je ferais plus gaffe. Enfin, là, du coup, je pense que je vais arrêter de faire du handball parce que j'ai peur de me blesser aujourd'hui parce que je sais que les conséquences que ça peut avoir mentalement, en fait, pas que sur la partie physique, sur mon bien-être et ma capacité à gérer des projets, des sujets, etc. Non, sinon, dans les difficultés, enfin, dans les échecs un petit peu, dans mon expérience à Londres, j'étais très jeune et j'ai adoré travailler avec le CEO qui était super inspirant, visionnaire, etc. Mais à un certain moment, on a eu des grosses divergences de vision, de manière de manager l'équipe et tout qui m'ont hyper marqué. Parce que c'était très difficile pour moi, un peu jeune, de préserver mon équipe encore plus jeune de certaines décisions managériales. Et ça, voilà. Et ça, c'était. Alors, j'ai réussi à en parler, donc ça, c'était cool parce que j'ai toujours été super transparente avec mes boss et je pense que c'est clé. J'aimerais que mon équipe puisse le faire, etc. Donc ça, c'est cool. Mais l'échec, ça a été qu'à un moment, je suis partie parce que trop désalignée et de pas réussir à trouver un moyen de s'aligner sur ces sujets de management et de vision, c'est compliqué. Et ça, je m'en sers souvent, je pense, en management, en interne pour essayer d'expliquer, d'être transparente. Mais on a toujours l'impression de communiquer beaucoup et d'être transparent. C'est un peu ça le problème. Alors que, donc moi, j'ai l'impression que tout le monde sait où je vais. Et puis, effectivement, je me rends compte parfois dans l'équipe qu'il faut réexpliquer, redire. Donc, voilà, c'est un peu sur ce sujet-là de la vision du management, d'aligner, d'expliquer aux équipes bien ce qu'on fait tout le temps. Ok. Pour le sport, hors handball, tu continues à en faire régulièrement? Enfin, j'en fais encore du handball en terme. Je joue même avec des garçons, donc dans une équipe mixte. Oui, je suis la seule fille. Ouais, je cours beaucoup. Ça m'aide à vider mon esprit. Mais en fait, pas tant que ça, parce que quand je cours, je pense. Je cours. Je fais du handball. Bon, après, qu'est-ce que je fais? Je fais du kitesurf, du ski, enfin des trucs un peu selon les saisons. Dans la partie régulière, j'imagine que c'est plutôt course à pied et handball. Comment tu fais pour t'établir des créneaux dans la semaine? Est-ce que c'est des créneaux établis, par exemple mardi, jeudi, samedi, c'est sanctuarisé, c'est de 16h à 18h ou voilà, comment tu fais pour t'organiser là-dessus? Ouais, bah alors les sports co, le truc bien, c'est que c'est un créneau fixe. Donc en fait, ça nous oblige. Puis en plus, on est dépendant. Enfin, on est plutôt, on est avec une équipe, donc on est obligé d'être, par respect pour son équipe, de venir ou au moins de prévenir. Donc en fait, ça, c'est un créneau qui est immuable dans mon agenda où je sais que le mercredi soir, je dois aller jouer. Donc bien évidemment, enfin cette année surtout, j'ai loupé quelques entraînements parce que le boulot oblige. Mais dans la plupart des cas, j'essaye de pas le faire parce que je sais que ce moment d'1h30 sur le terrain où je pense à rien, il est vital pour me sentir bien. Et après, la course à pied, c'est quand même très pratique. C'est un peu comme tous les sports individuels, la natation, la course à pied, tout ça. Ça me permet de moduler comme je veux mon emploi du temps. Donc, soit le matin, je suis pas très forte pour courir le matin, plutôt tard le soir ou le week-end. Donc, je me suis mis un certain nombre de footings que je veux faire dans le mois. Puis, en fonction de mes semaines, ça varie. Et comme ça, j'ai un objectif un peu mensuel. J'essaye de pas trop me mettre la pression parce que je progresse très peu en course à pied. Donc, ça me saoule. Au-delà de la pression, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on a tendance à beaucoup travailler et pas vouloir lâcher ces sujets. Et le fait de ne pas bloquer des créneaux, on peut se dire, tant pis pour celui-là. Non, je bloque quand même pas mal de créneaux. Je me dis, ce jour-là, je cours. Après, l'heure dépendra des sujets, quoi. Mais ça m'arrive de courir de nuit dans le froid, quoi, globalement. Donc tu vas courir, ça va. C'est ça. Génial. Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, alors soit dans une agence, éventuellement dans la partie grosse marketing, mais pas que, plutôt voilà dans cette typologie d'entreprise, ou bien sur quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu de société, donc comme on l'évoquait, et puis un peu les questions de la logistique et de la conquête des parts de marché qui sont complexes, ne serait-ce que par la stat que tu as citée tout à l'heure. Voilà un peu des éléments que tu aimerais partager. Ouais, bien sûr. Alors sur la partie agence, enfin cabinet de conseil en strat ou dans tous les cas sur la matière du marketing digital et growth marketing, je pense qu'il y a 2 qualités qui sont primordiales et c'est un peu nous aussi les qualités qu'on recherche quand on est chez SPAC. Il faut être ultra curieux. Parce que tout change très vite. Mais donc, faut aimer être curieux et creuser les sujets. Parce que la problématique souvent qu'on voit, c'est des gens qui papillonnent un peu, connaissent un peu tout vite fait en surface, très superficiel. Et pour autant, pour être bon, les gens que j'ai vu progresser très rapidement chez Spag et très fort, c'est des gens qui ont pris des sujets à bras le corps et les ont creusés, sont allés lire des choses et ont testé. Et voilà. Donc, en fait, il faut avoir cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et ne pas se dire que juste parce que c'est une matière un peu hack, un peu automatisation, etc., délaisser des bases
qui sont de la rigueur, de l'analyse, de la structuration de sa pensée, briefer. Enfin voilà, il y a des basiques qui reviennent à des basiques qui marchent pour tous les métiers. Que souvent certaines personnes en growth pensent que c'est pas nécessaire ou pas un must-have mais un nice to have. Non, c'est définitivement un must-have. Les très bonnes personnes en growth marketing sont des gens qui arrivent à faire ce grand écart dont je parlais tout à l'heure de la créativité, la curiosité, la technicité et de la posture, de la réflexion, de la prise de recul, de la rigueur et de l'analyse. Donc ça, le conseil, ça serait de pas croire tout ce qu'on dit sur LinkedIn déjà. Ça, c'est la première chose. De tester pas mal de choses par soi-même et d'aller creuser des sujets et voilà, en ayant un peu une routine de veille, de s'inspirer des personnes. Tu conseillerais de faire de la spécialisation, par exemple, de se dire sur les 3 prochaines semaines, je vais creuser ce sujet-là? Ouais, c'est une bonne idée, je pense. Après, ça dépend un peu de l'état d'esprit ou l'emploi du temps qu'ont les personnes en face, mais oui, creuser un peu quelques sujets en testant sur des vraies choses. Tu vois, moi je faisais un peu de la photo, j'ai fait un Tumblr de photos au début pour tester, puis je m'étais mis des analytics pour aller creuser un peu analytics. Mimetic, ça a été un peu notre premier lab, et parce que ça a fonctionné, on en a fait un business. Mine de rien, en faisant des choses pas très compliquées, juste du média en ligne, on peut tester des choses. Sans faire du dropshipping made in China forcément, mais on peut faire des choses pour tester. Ça, j'aime tester grandeur nature, au moins on est confronté directement. Et pour Mimetics, je dirais je vois pas mal de comportements hyper positifs dans les gens qui lancent des jeux. Il y en a plein qui du coup prennent le temps par exemple, il y en a plein qui m'appellent pour avoir des conseils, ou du coup j'imagine qu'ils le font avec d'autres personnes, donc ils creusent un peu leur marché, ce qui est très bien, ce qu'on n'avait pas fait nous à l'époque, bêtement. Et donc de se renseigner, de partager, de pas avoir peur d'expliquer le concept de son jeu, parce que si on avait voulu le créer, on l'aurait créé, c'est pas trop le sujet, mais d'être assez comme je disais tout à l'heure, de faire confiance, de se faire challenger. Et puis sur tous les sujets, finalement la logistique et la prod, c'est pas très compliqué, mais il faut parler aux bonnes personnes, demander plusieurs avis. Ouais. Et après, ne pas oublier qu'en B2C, malheureusement, on est souvent dépendant aujourd'hui des GAFAM, de Google et Facebook, et donc de pas croire qu'il suffit d'appuyer sur une touche pour faire des millions en ligne. Ça n'existe pas, c'est beaucoup de travail. Et donc d'avoir des BP ou des business plans qui sont réalistes par rapport à ça, c'est que ça se construit dans le temps, qu'il faut faire un mix d'organique et de paid, etc. Je te posais la question de la spécialisation parce que je trouve quand même qu'il y a un peu un paradoxe, tu vois, par exemple dans le gros marketing, il y a plein de sujets émergents, de nouveaux outils, etc., où il faut toujours se renouveler sans cesse. Mais finalement, j'ai l'impression qu'à force de ne pas aller en spécificité dans les sujets, on devient un peu moyen partout, mais vraiment bon nulle part, quoi. Oui, alors oui, je vois ce que tu veux dire. Cela dit, c'est pas parce qu'on est très bon en outils et en technique qu'on va arriver à faire 100 000 € de vente en un mois. Parce qu'au final, ce qui est important de comprendre, c'est la prise de recul d'un customer journey, quoi. Donc, de où est-ce qu'il part, ce client, il va voir quoi, c'est comme un persona marketing. Il lit quel média, il parle à qui, c'est quoi ses cercles, c'est quoi ses communautés, qui est-ce qu'il croit, qui sont des influenceurs pour lui. Et en fait, c'est d'être là au bon moment avec le bon message. C'est ça qui est plus important que d'avoir la dernière feature Google Ads bien sûr, qui permet de faire un peu confiance aux algorithmes. Certes, ça va faire des ventes en plus, mais pas si le message est mauvais, pas si on arrive trop tôt ou trop tard. Donc en fait, à partir du moment où on essaye de bien réfléchir ce parcours consommateur, ensuite on place nos leviers, nos messages, etc. Et là, oui, s'il y a une nouvelle fonctionnalité sur un levier qu'on a, on le creuse, mais normalement le plus important, c'est le reste, quoi. Et donc, ça veut dire que toi, typiquement, tu n'aurais pas à aller chercher des profils de spécialistes? J'en ai, si, bien sûr. Mais il faut qu'ils soient intéressés par tous les leviers. Chez moi, il y a des spécialistes un peu plus... il y en a qui ont des appétences et de l'expérience plus sur du Google Ads, plus sur du Facebook Ads, plus sur du CRM, voilà. Mais il faut qu'ils aient conscience des synergies qui sont possibles entre tous les leviers, et de comment activer les bonnes campagnes en même temps, sur du vrai 360 et technique. Donc je te rejoins, si, il faut être technique quand même. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le tracking, c'est les balises, les tags, les pixels, ce genre de choses.
plutôt que ça devient de plus en plus simple, les consoles, d'un point de vue algorithme. Donc au final, c'est la réflexion en amont stratégique qui est clé. Et puis après, il faut exécuter très bien techniquement, mais surtout très rapidement tester, changer. C'est l'analyse au final plus. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, sur la partie growth marketing et marketing digital, les gens ne voient que la partie outils automatisation, sans la partie analyse, sans la partie test and learn. Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui va aller là-dedans? Quelles sont un peu les montées en compétences qu'il faudrait faire, les sujets sur lesquels il faudrait vraiment se pencher? Bientôt, on va avoir un parcours de formation growth un peu. Enfin, je pense que là, c'est compliqué. Allez voir Spag. Voilà, exactement. Non, c'est compliqué aujourd'hui le niveau des formations growth parce qu'il y a du très débutant, très théorique, et puis il y a du hyper expert spécifique par levier. Et donc un parcours de formation complet, on est en train d'essayer de revoir un peu les programmes Germinal pour essayer de fitter avec tout ça, mais comme conseil là-dessus, franchement je dirais de se mettre en situation et d'essayer de le tester avec quelque chose de pseudo vrai, parce que là on se rend vraiment compte, même avec un petit investissement. C'est comme quand on dit aux enfants d'utiliser leur argent de poche pour se rendre compte de combien coûtent les choses. C'est un peu pareil avec un premier mini investissement sur de l'achat-revente, quoi, je sais pas, d'ouvrir son propre analytics pour faire son propre site, et essayer de voir ce que ça donne. Ok, génial. Voilà. Et en B2B, c'est la même chose, marketer une offre, essayer de trouver ses premiers clients, et là on se rend vraiment compte des choses, et en fait, de fait, on est obligé de... Ouais, c'est clair, mais t'as quand même pas mal de phases en amont de identifier un marché, identifier une incohérence de marché, identifier une solution, trouver un peu de traction, etc. Je trouve qu'il y a quand même un pas entre travailler sur un projet. Tu vois, quand j'ai amorcé ma reconversion, j'avais un profil plus manager d'équipe, manager de projet, qui était un peu loin de product manager, qui était le poste que je voulais. On m'avait conseillé justement de créer un produit et de tester des choses. Mais en fait, si tu prends pas le temps de faire ces identifications, de se faire ce travail en amont, t'auras beau monitorer toutes les données que tu veux et tester des choses, si tu ne t'es pas posé les bonnes questions, t'auras probablement jamais de traction, que ça serait vraiment une sacrée coïncidence. Donc en fait, c'est pas si simple que ça comme sujet, quoi. Donc, mais ça répondra à ton besoin de technique, parce que t'auras creusé des leviers techniques pour essayer, pour se rendre compte que ça marche pas, et revenir au basique du product market fit. Et pas que de quel est le bon produit pour la bonne cible, etc. Donc c'est un moyen de tester et de se prendre des murs, ça marche aussi. C'est vrai. Ok. Génial. Est-ce qu'il y aurait un produit justement ou un projet que tu aurais un peu dans ton coffre-fort, que tu aimerais éventuellement un jour lancer, que tu n'as jamais trop eu le temps jusque-là? Ouais, c'est pas une question, c'est plutôt pour une question de temps aujourd'hui. C'est une idée que j'aimerais à terme faire. C'est plutôt un sujet, une thématique. Moi, ce qui me tient hyper à cœur, et c'est un peu ce qu'on fait quand même avec Mimetix, c'est tout ce qui est autour de l'éducation. Et comment limiter les disparités sociales dans l'éducation. Donc comment on donne de la perspective à des gens qui n'ont pas forcément eu accès à de l'éducation favorisée, sur de la culture, pour que tout le monde ait un peu le même bagage social, culturel. Après, fondamentalement, c'est pas métamorphosé dans un projet aujourd'hui. Je pense que Mimetix, c'est un bon moyen de l'amorcer, puisque c'est un moyen différent d'éduquer, puisque c'est le moyen du jeu, donc hyper fun, hyper drôle, et la fonctionnalité principale du jeu, c'est de faire rire et de passer un bon moment, avec une portée pédagogique. Après, comment on peut faire ça de manière plus globale, dans l'éducation publique, dans des milieux défavorisés, je sais pas, ça c'est un peu un grand thème qui m'inspire. Maintenant, je pense que ça sera peut-être pour plus tard. Je sais pas trop, j'ai pas de produit ou projet précis. Ok. Mais je regarde ces thématiques-là en tout cas. Ok, la formation, tout ça. Donc c'est un peu lié à ce qu'on fait aussi. T'es dedans, ça viendra, ça découlera. En fait, je dis que c'est pas encore fait, mais mine de rien, c'est déjà un peu imbibé chez Spag aussi, parce que toutes les personnes que je fais venir chez Spag, Spag aujourd'hui c'est un énorme tremplin pour les gens qui nous rejoignent. On a des gens qui se font chasser tout le temps, qui ont eu des super jumps de carrière en étant passés 1 an et demi rien que chez nous par exemple, et donc ça je le fais à petite échelle, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent chez nous, qui sont hyper bien formés, et qui ensuite peuvent du coup avoir des super belles carrières sans avoir eu des diplômes de HEC ou l'ESSEC par exemple, ou de grandes écoles d'ingé, je trouve que c'est déjà une petite victoire à mon échelle, quoi. Complètement. Super beau sujet qui nécessitera beaucoup d'énergie, mais c'est ça. Chaque chose dans un temps. deuxième temps. Puis il me faut un petit peu plus encore être un peu plus aguerri encore. Je pense qu'on a le temps aussi. Oui, c'est sûr.
Génial, écoute. Voilà. On va parler un peu plus de toi maintenant et de tes bottes secrètes, même si tu nous as livré pas mal de choses. Qu'est-ce que tu penses que tu fais qui te permet de réussir dans ce que tu entreprends aujourd'hui? Déjà, j'aime trop, je rebondis sur l'expression bottes secrètes. Ouais. Déjà, c'est une belle expression. J'ai fait pas mal d'équitation quand j'étais jeune, donc ça me parle. Alors mes bottes secrètes, non, je dirais que j'ai eu la chance quand j'étais petite d'être assez passionnée par la lecture. Ok. Je sais pas, ça m'a toujours rentré dans des univers. Vraiment, m'a toujours assez fascinée. Donc j'ai beaucoup lu et je pense que c'est tellement révélateur de la société, de ce que sont les gens, ce que peuvent penser les gens, que ça m'a assez vite confrontée à un peu l'altérité, quoi, au sens large du terme. Et donc je continue à lire beaucoup. J'ai repris. Il y a eu un moment où quand j'étais en Angleterre, c'était un peu plus dur d'avoir autant de livres en français. Et j'aime pas trop lire en anglais, je dois avouer. Okay. Mais je reprends beaucoup là. Depuis que j'ai créé Spag et Mimetics, je me suis rendu compte à quel point c'était vital pour mon bien-être. Donc oui, je lis pas mal de romans en plus, hein, donc pas forcément de livres. Je suis un peu nulle en livres de management et d'entrepreneurs pour le coup. Mais lire des romans, ouais, ça me permet de sortir de mon univers et de mieux comprendre les gens. Donc je pense que ça m'aide vachement, par exemple, dans le recrutement, dans l'empathie, dans la partie un peu sociale de mon travail. Mais je sais pas si c'est une botte secrète, mais en tout cas, si je pouvais recommander à tout le monde de lire un peu, ça ouvre des horizons immenses, je trouve. Mais tu sais que ça en devient une de plus en plus parce qu'il y a des études qui ont montré que justement avec l'émergence des contenus sur les réseaux sociaux type TikTok, Instagram, qui sont sans fin, en fait, la lecture est devenue un remède pour justement contrer ces pertes d'attention et donc retrouver un temps où on va se concentrer sur un sujet, où c'est beaucoup plus lent, prendre le temps de se poser et se concentrer, et voilà, pour aller un peu à l'encontre de la perversion finalement du contenu comme ça à outrance. Ouais, puis il y a Bookstagram, Bookstock, donc c'est très bien, c'est très bien toutes ces initiatives, je pense. Je pense en fait, tu t'as mis le doigt dessus aussi, c'est la concentration. Je pense que je force aussi énormément ma mémoire à retenir des choses, à retenir les prénoms, enfin ça paraît évident, mais parce que quand on rencontre plein de monde, c'est important. Quoi ta technique? Non, mais je suis assez physionomiste, donc normalement ça va. Mais par contre, Est-ce qu'il existe des techniques? Ouais, c'est vrai. Non, c'est sûr. En plus, mon père est très moyen mnémotechnique, donc il m'a toujours raconté des trucs dans les pièces avec les paillements, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai pas une technique particulière. Par contre, en termes de concentration, effectivement, souvent, plutôt que d'écrire, je me répète plusieurs fois les choses pour m'en souvenir et me forcer à m'en souvenir. Ouais. Parce que sinon, effectivement, on est tellement sollicité qu'on passe partout. Et puis, comme je le disais un peu, le sport, et puis, le côté assez équilibré, sport et vie sociale. Disons que j'essaie de pas trop m'écouter parfois. Alors c'est un peu à l'inverse de tout le développement personnel d'aujourd'hui qui dit de beaucoup s'écouter. Mais moi je me dis que même quand je suis fatiguée, aller boire un verre avec mes amis, que ce soit des amis entrepreneurs ou pas, en fait ça me fait du bien, ça me fait sortir de mon quotidien. Donc même si je suis plus fatiguée parce que j'ai moins dormi, au final l'effet sociabilité, je sais qu'il est très important pour moi. Donc je fais l'effort même si je finis tard, d'aller voir des gens, de faire l'effort pour mes amis et tout. Et donc je fais l'effort, c'est pas un effort, mais je pourrais très bien être beaucoup plus casanière et de rentrer chez moi et me coucher parce que je suis fatiguée. Et en fait ça, je pense que c'est un cercle un peu vertueux. Ça paraît un peu contre-productif sur le moment quand journée compliquée, t'es fatigué, t'as envie d'aller dormir, et de se dire soit je vais courir, bon ça faut vraiment être motivé, soit allez je vais quand même boire ce verre alors que j'ai pas envie de parler. En fait au final tout ça nous fait du bien. Me fait du bien en tout cas. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est un vrai travail à faire, hein, notamment avec le sport. Quand on est fatigué, on peut se dire oh non, tant pis, mais c'est vraiment un coup de fouet qu'il faut se mettre. C'est finalement une vraie rigueur qu'il faut avoir avec soi-même. Faut un peu tester ses limites et se pousser, quoi. De se dire aussi, ne pas oublier qu'on sort réénergisé de ces moments-là. Même après le sport, quand on est fatigué, on dit ah non, j'ai pas envie. Et puis après, tu dis oh, je suis hyper dynamique en fait là maintenant que je vais aller faire du sport. Et voir ses amis et voir c'est se confronter aussi à d'autres façons de penser, d'autres quotidiens, constamment, quoi. Et ça, en fait, ce challenge un peu tout le temps, je pense qu'il formate un peu l'esprit aussi à pas s'auto-centrer. Ouais, c'est clair. Et surtout quand on fait du service, c'est important aussi. Puis voilà, on a créé un jeu, c'est pour créer du lien avec les gens, donc voilà. Bien sûr. Alors tu nous parlais que tu faisais de la formation chez Spag, mais toi, justement, comment est-ce que tu progresses? Comment est-ce que je progresse? J'écoute, je crois.
j'écoute ce qu'on me dit dans le sens alors tout le monde, quand on est CEO, tout le monde ne nous donne pas de feedback. Voilà, alors j'aimerais bien que tout le monde se sente à l'aise de me donner du feedback, même si parfois les feedbacks sont durs à recevoir. Feedback is a gift, comme on dit. Mais je crois que j'écoute et je suis hyper observatrice. C'est ça qui me permet de progresser. Je sens quand il y a une tension, quand le client il est pas content sur un truc et pourquoi, et du coup tout de suite on fait des changements. Par exemple, on fait aussi beaucoup de retours sur expérience, enfin des REX en interne, c'est-à-dire quand on a une mission qui est terminée, un client qui est parti, que ça soit dans des bonnes ou dans des mauvaises conditions, on fait tout de suite, on réanalyse tout depuis le début de ce qui s'est bien passé, mal passé, là où on aurait pu s'améliorer, et hop, tout de suite, en fait, c'est un peu ce côté aussi, très vite, il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois pour changer des choses, tester des nouvelles... voilà, agir en fait. Et ce côté action-réaction un peu, si je dois reprendre tes classiques, ok, j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose, ok, je réagis tout de suite. Et en fait, se mettre un peu dans cette dynamique-là de rapidité d'exécution aussi, fait progresser en fait, parce qu'on a le temps de faire plus de choses, on teste plus vite. Voilà, et puis après, d'essayer d'être aligné. Moi, je vais pas faire des choses qui sont super différentes de qui je suis vraiment. Typiquement, je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à lire des livres de management en anglais et de 4 hours a week et ce genre de choses. Mon mari le fait très bien, donc il me fait des résumés, c'est parfait. Et je reste alignée avec qui je suis au maximum. C'est pas toujours facile, mais et ça me permet de progresser en fait, parce que voilà, je suis bien dans mes bottes et du coup, je prends tout ce que j'ai à apprendre de l'extérieur et puis hop, j'agis tout de suite, et comme ça, on devient meilleur. C'est un sujet de focus aussi, tu penses, de rester concentré sur les sujets sur lesquels tu es et ne pas trop s'ouvrir? Ouais, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut progresser, sur lesquelles on peut travailler encore plus quand on a des matières polyvalentes, quand on a 2 entreprises. Et donc, en fait, le sujet du focus, tu vois, en interne, chez SPAC, c'est moi qui fais la formation organisation productivité, par exemple, pour dire à tout le monde de bien se connaître, de se concentrer sur des choses, et voilà, avoir ces capacités de concentration, en fait, font progresser, quoi. Ça passe par des exercices, des choses à identifier. Je dors beaucoup. Je sais pas si c'est... je pense que c'est clé. Ne pas trop... On regarde la formation que tu dispenses, tu vois, un peu... Ouais, des exercices... j'ai pas mal un peu de petits tips d'agenda, voilà... ne pas se penser que prévoir, anticiper, organiser sa journée ou sa semaine, c'est perdre du temps. Moi, je passe beaucoup de temps à organiser mon agenda pour que ça soit optimisé, pour que justement j'ai le temps de me focus, de progresser sur d'autres choses, de faire des plages de production. Voilà, et donc ça paraît un peu antinomique, ou en tout cas contre nature, de passer du temps à organiser. Voilà. Sauf qu'en fait, moi je pense que je passe 5-6 heures, prestre une journée par semaine à organiser ma semaine. Donc, voilà, donc si je le condense. Et puis mettre des plages dans son agenda, se dire qu'il va y avoir de l'imprévu pour éviter de stresser s'il y a de l'imprévu. Enfin, c'est un peu aussi mentalement se préparer à se dire, ok, ma journée elle est comme ça, dans tous les cas il va y avoir de l'imprévu, j'ai des plages tampons d'1 heure ou 2 qui font que j'arriverai à les absorber d'une manière ou d'une autre. Voilà, et arriver à prendre ce recul. Après, comme je le disais au début aussi, il y a des moments où c'est quand on est un peu plus fatigué ou que c'est un peu plus compliqué, c'est plus difficile de l'accepter, donc ça met des petites surcharges de stress. Mais voilà, comme on se dit qu'une vie sans stress, en fait, en réalité, je pense que ça n'existe pas. On accepte petit à petit, on progresse, on apprend à vivre avec le stress, quoi. C'est peut-être ça la progression aussi. Moi, je pense que c'est ça, c'est d'apprendre à vivre avec du stress. Ok. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Par ailleurs, quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner? On m'en a donné plein des bons conseils. Je pense que j'ai eu plein de chance. J'ai rencontré des gens trop sympas. Je pense que c'est le conseil d'un de mes associés, Martin, qui dit de faire confiance a priori aux gens. Et un peu le conseil aussi un peu du good karma, quoi. Si... voilà, business is business, mais pas que. Et je pense qu'il faut être OK être très productif et être très organisé, ça veut pas dire pas passer de temps pour les autres ou pas être disponible ou pas prendre du temps qui ne vaut rien, entre guillemets. Moi, je passe beaucoup de temps à donner des conseils, mais pas parce que j'espère quelque chose de ça, mais parce que ça me paraît assez naturel de le faire. Et en fait, ça fait du bien à soi déjà de se sentir utile à d'autres, du bien aux autres si on leur donne des conseils utiles. Et au final, c'est toujours quelque chose qui dans le temps est positif, je trouve. Pour soi, pour les autres, pour tout le monde. Donc je dirais ça, faire confiance aux gens et aider.
aider gratuitement avec bienveillance, quoi. C'est pas par exemple, je côtoie dans le Nord, je suis dans un conseil de surveillance de Canard Street, une chaîne de restaurants de canards qui est super. Et je suis avec des personnes qui font beaucoup de bénévolat, qui ont des super carrières, qui ont entre 50 et je sais pas, 65 ans et qui donnent de leur temps pour aider des jeunes entrepreneurs. Ils ont absolument rien à y gagner. Et ça participe à tout le monde. Donc je me dis, très bien, autant le faire dès maintenant. Voilà, si ces podcasts peuvent aider des jeunes entrepreneurs. Je reçois souvent des messages sur LinkedIn de gens qui me disent qu'ils ont écouté un épisode et que ça leur a donné confiance. Tant mieux. Clairement, c'est le but, quoi. Ouais, complètement. Voilà. On est là pour ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. Est-ce que toi, à titre individuel, il y a quelque chose sur lequel tu aurais aimé travailler, que ce soit une compétence, du développement perso, voilà, quelque chose sur lequel tu aimerais passer du temps à l'avenir et pour lequel tu n'en as pas trop eu jusque-là? Moi, je pense que mes équipes diraient sur moi, là où je dois progresser. Je suis hyper directe comme personne, donc je dis ce que je pense, etc. Donc j'ai vraiment clairement je peux m'améliorer sur le côté cash, faire un petit peu de diplomatie. Voilà. Donc je progresse, mais c'est lent. Parce que j'ai une personnalité comme ça, donc il faut aller un peu à l'encontre de sa personnalité. Mais on va y arriver. Mais sinon, moi, dans les choses que j'aimerais apprendre, il y a 2 choses qui sont, qui m'ont toujours fait rêver, c'est l'italien et le piano. Donc, l'italien, c'est en cours. Je suis en train d'apprendre, je me rapproche de mes origines italiennes. D'accord. Donc voilà, j'ai un peu maintenant une excuse pour le faire, voilà, en perso. Donc je me mets un peu cette discipline, mais c'est pas évident de faire des cours d'italien tout le temps quand on n'est pas en Italie toutes les 2 minutes. Le piano, j'aimerais bien, mais je pense que je vais le faire bientôt. Ouais, je vais pas attendre la retraite. D'accord. Pourquoi? Parce que je trouve ça trop beau, les gens qui font pas attendre la retraite. J'aime bien les gens qui font du piano, mais j'ai pas de raison particulière pour ça. Et l'Italie, parce que c'est un pays dont je me sens proche et que je trouve magnifique d'un point de vue artistique et culturel. Et gastronomique. Aussi, c'est pas mal du tout. La musique, tu as fait d'autres instruments ou pas du tout? J'ai fait du piano 1 an quand j'étais toute petite, voilà, mais non, sinon je suis un peu nulle en musique. J'ai aucun don artistique. Vraiment, je sais pas dessiner, je pense que je sais pas très bien chanter. J'aimerais bien savoir chanter, mais non, je dessine, je suis pas très forte. Mais et puis j'écoute pas, je suis pas très bonne en musique. J'écoute de la musique commerciale aux grandes dames de mes amis et même de mes associés, mais Tu sais qu'il y a des très grands artistes qui n'avaient pas particulièrement de dents artistiques lorsqu'ils se sont lancés. C'est du travail. Avec du travail. Comme pour tout, c'est ce qu'on s'est dit. Peut-être, je te referai signe si je deviens une grande pianiste. Je suis pas hyper sûre. Mais... Je viendrai à ta première. Ok, ça marche. Génial, écoute. Merci beaucoup pour tout ce partage. Si tu pouvais rencontrer une personnalité française, que ce soit un homme ou une femme, entrepreneur, entrepreneuse ou non, voilà, quelqu'un avec qui tu pouvais passer 1 heure, qui est-ce que ce serait et pourquoi? J'en ai 3 qui me viennent en tête. 3 femmes. D'accord. Je prendrais une femme déjà parce que je pense que je m'identifie plus à des femmes et que malheureusement encore, on n'est pas encore assez sur le devant de la scène. Parce que comme je te le disais tout à l'heure dans notre conversation préalable, je trouve qu'on se markete pas assez. C'est assez pas évident pour nous. Puis tout de suite, on se fait un peu plus trasher quand on se markete, quand on est une femme, je trouve. Donc voilà. Donc je dirais Christine Lagarde, je pense, parce que je la trouve hyper forte. Je trouve qu'elle renonce ni à sa féminité ni à son chic et en même temps elle est sérieuse, pro, respectée, très exposée, puis surtout très intelligente, quoi. Et je trouve que elle a l'air super. Bon, voilà. Tu dis qu'il serait de quoi avec elle? Je sais pas, je lui demanderais comment elle a fait pour être si forte. Et puis elle a l'air heureuse, je sais pas, après c'est l'impression qu'elle donne dans ses interviews, mais comment elle a fait pour aller jusque là, se faire respecter? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu les mêmes questions que tu poses finalement dans tes podcasts. Comment c'est d'être une femme politique aujourd'hui, être alignée sur ses convictions, ce genre de choses. Et sinon, je pense que je parlerais à plutôt des personnes qui ont des impacts en philosophie ou dans je pense à Laurence de Villers qui est une philosophe contemporain qui travaille beaucoup sur les sujets du bonheur à l'ère des réseaux sociaux et de l'instantanéité, ou même Delphine Orviller qui est la première rabbin de France, qui a des sujets hyper intéressants autour de la mort, autour de la vie bien sûr, mais et voilà, ces femmes un peu qui ont qui ont de l'impact sur la culture et la réflexion française.
ou voire même mondial, hein, je pense, mais qui sont françaises en l'occurrence. Ouais. Plus facile pour le dîner. Et ce n'est pas un sujet que tu aurais aimé adresser, justement, de contribuer à l'émergence de plus de femmes sur le devant de la scène? Ouais, si, bien sûr. Si je peux le faire d'une certaine manière en étant moi-même présente et que ça donne envie à d'autres femmes de le faire, carrément. Si, je pense que c'est important. Après, faut pas... moi, je me suis toujours comparée à des garçons, mais en me disant que je pouvais le faire, qu'il y avait pas de raison. Enfin, je me suis jamais sentie, comment dire... oui, je vois ce que tu vois, je me suis toujours dit que je pouvais faire tout pareil qu'un garçon. Et ça, je remercie hyper mes parents pour ça, parce que mon père me s'est jamais dit, toi, t'es une fille, tu feras ça. J'ai fait du judo, j'ai fait de l'équitation. Enfin, j'ai toujours fait plein de trucs comme des garçons. Je voulais être la meilleure dans tout, et on m'a jamais dit, ah non, t'es une fille. Donc ça, je pense que c'est une chance dans l'éducation. Mais ouais, je me suis jamais comparée à un garçon. Donc, à la fois, je trouve ça très bien qu'il y ait plus de filles dans les médias. Mais si c'est que parce qu'on est des femmes, je trouve ça nul. Ouais, c'est clair. C'est un peu toute l'ambivalence de la discrimination positive, par exemple. Comme le dit Christine Lagarde, justement, je pense que c'est nécessaire, en fait, parce que sinon, les gens ne le feraient pas, et tant que les gens sont pas forcés de le faire, c'est compliqué, et ça demande à une petite poignée de femmes d'être tout le temps à fond, de se battre, parce que c'est quand même effectivement un peu éreintant au quotidien. C'est un combat, c'est clair. Voilà, moi je suis en plus dans un milieu très masculin qui est le growth marketing et le marketing digital, donc faut parler plus fort que les garçons qui parlent beaucoup, qui sont très business. L'entrepreneuriat de façon générale. Hein. L'entrepreneuriat de façon générale, et pour autant il y a des filles qui font des trucs canons, qui ont des enfants en même temps, des vies familiales, etc. Et j'aimerais qu'en fait ça soit pas un sujet. Moi je serais contente le jour où ça sera pas un sujet, et si je suis invitée en tant qu'entrepreneur, peu importe quoi. Ouais, complètement. Comme aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Exactement. Dernière question, est-ce que tu aurais une ou des recommandations à me faire d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses pour un futur épisode? Oui, plein. Je vais essayer de dire... attends, je réfléchis. Un homme et une femme, comme ça au moins on a les deux. La parité. À la parité. Deux personnes que j'ai la chance de connaître en plus personnellement et qui sont des personnes top. Côté homme, je pense à Quentin Sauvé qui a créé une mutuelle qui s'appelle Jagi, J-A-J-I. Il est top, c'est un mec qui est ultra intéressant et qui fait vraiment de l'entrepreneuriat à impact et qui veut vraiment révolutionner les choses. Et je trouve qu'il fait très bien les choses. En plus, son histoire est intéressante puisqu'il est né au sein d'un grand groupe mutualiste qui est Clésia, et donc c'est de l'intrapreneuriat qui aujourd'hui commence à cartonner. Puis il essaye de faire bouger les lignes dans un milieu qui est très compliqué. Donc je dirais Quentin, parce que en plus il est hyper marrant, il est trop sympa. Quentin, si tu m'entends, je lui dirais peut-être que je l'ai cité quand même, parce que voilà. Et sinon, une autre femme entrepreneur dans un milieu un peu différent, mais qui s'appelle Margot, et qui a créé Margot Grippon, pardon, qui a créé la marque Ocan Studio, une marque de bijoux qui donne de la force aux femmes. Et c'est canon ce qu'elle a fait. C'est une ancienne de L'Oréal, et elle a fait des bijoux qui ont une personnalité de malade, qui sont, je trouve, super différents des bijoux qu'on voit habituellement. Très graphiques, très structurés, avec du volume. Je porte normalement ces bagues quand je vais faire des interviews parce qu'elles donnent vraiment de la force, et qui aujourd'hui a de la chance parce qu'elle commence à avoir elle est partout. Voilà, ses bijoux ont été portés par Leila Bekti, Laetitia Castal, sur des Vogue, sur des couvertures de magazines. Elle est passée sur Emily in Paris, dans Emily in Paris, sur l'actrice philippine de Beaulieu, je crois. Voilà, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle mérite, je pense, d'avoir de la visibilité. Grand plaisir. Et je pense que c'est une petite marque française qui va devenir très grande. Ouais, carrément. Écoute, c'est bien parce qu'en plus, c'est 2 verticales que je n'ai jamais eues, donc ça va me permettre de compléter la multiplicité des profils que j'aurais pu recevoir. Coralie, merci beaucoup, c'était vraiment top. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux, LinkedIn, Instagram, voilà, où est-ce qu'on peut te suivre, Spag, Mimetix, dis-nous tout. LinkedIn pour les deux. Puis on a, pour notre LinkedIn de Spag, où on a toutes les infos sur le marketing digital. Ça, c'est si vous voulez justement vous former, savoir un peu les nouveautés. On partage beaucoup dessus, donc je vous conseille de vous y abonner. On peut voir aussi tous les témoignages dont je parlais de nos clients sur notre chaîne YouTube, Spag. Et puis Mimetix, on a un site, mimetix.fr, vous pouvez acheter le jeu. Et puis on a un Instagram que je mets pas souvent à jour parce que j'ai pas trop le temps. Mais surtout sur notre site mimetix.fr, puis on peut nous écrire sur l'adresse mail Mimetix, donc qui est sur le site. Écoute, génial. De toute façon, je mettrai les liens de toutes les ressources dans la description de l'épisode. Coralie, merci encore. C'était vraiment très cool pour tout ce partage.
Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors je vous invite à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner à la chaîne ou à votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître l'émission. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!